Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 66e review consacrée à l'anime Dai-no Daiboken. Cet épisode intitulé La lumière aux 5 couleurs a été diffusé le 22 janvier 2022 et couvre la cérémonie du sort Minacator ainsi que le combat et le passé entre Lone Beruk et Miss Vern. Il couvre des chapitres 233 jusqu'aux premières pages du 236e, terminant ainsi le volume 25 de l'œuvre originale et débute les premières pages du volume 26. Bonjour, ici le staff. L'épisode de cette semaine a été réalisé par Miki Kotoe. Il semblerait que c'est sa toute première réalisation en solo. Elle avait été formée chez Toei Animation et fut nommée assistante réalisatrice en 2017. Elle a notamment participé à quelques épisodes de Star Twinkle Breaker. Le vétéran Satoshi Nishimura lui réalise un storyboard très efficace et c'est déjà sa 10e participation à ce poste. Du côté de la direction de l'animation, nous retrouvons Yuji Akamada que nous n'avions pas vu depuis l'épisode 51. Le tout est supervisé par Naoko Yamaoka qui prend la place de Kozue Komatsu dans le roulement. Il est temps d'analyser cet épisode 66 et nous pourrons voir ensemble qu'ils ont bien respecté l'œuvre originale. Allez, c'est parti! L'épisode débute en plein champ de bataille avec plusieurs passes d'armes inédites. Nous avons ainsi le plaisir de voir l'assaut donné par Chiu, Brokina et Nova. Chaque personnage important a son rôle à jouer, et les fans ne pourront être que conquis par ces nouvelles scènes. Merle s'occupe de soigner les combattants pendant que Flora joue de son fouet pour la protéger. Ces quelques moments ont été très bien réalisés, et permettent de lancer l'épisode avec énergie. Et voici un moment que tous les fans du manga attendaient avec impatience. Nous allons enfin pouvoir assister à la confrontation entre Miss Vern et Lone Beruk. Celui-ci fait d'ailleurs remarquer qu'il n'avait encore jamais entendu la voix du légat. L'éminence grise se couvre la bouche. Dans le manga, il est entouré d'une aura mystérieuse qui soulignait le mystère qui entourait son identité. La voix du légat serait-elle une piste pour déterminer sa vraie identité? Le combat débute enfin, et Miss Vern fait tomber son épée pour utiliser ses griffes acérées. La scène est dynamique, et la détermination de l'éminence grise est marquée par la lumière émanant de ses yeux. Cette direction reprend bien les cases de base du manga. En revanche, à la base on ne le voyait pas déposer son épée, et cet ajout permet de mieux fluidifier l'action. Les lames s'entrechoquent, et nous sommes gratifiés d'un plan incroyable sur le regard de Lone Beruk. Et on sent davantage d'excitation dans ses yeux que dans la planche originale, ce qui rend la confrontation d'autant plus vivante. Les origines du forgeron nous sont enfin révélées, et nous sommes plongés bien des années auparavant. Dans la localisation de cet épisode, Miss Vern parle d'une époque qui date d'un siècle, tandis que dans le manga il est fait mention de 90 ans. La scène nous transporte dans un des palais de Vern aux enfers. Le décor est plutôt bien retranscrit. A la base, le plafond était mieux mis en avant avec une toile chaotique. Contre toute attente, Lone Beruk se trouve également dans la pièce, et connaissait donc le visage de l'empereur du mal. Miss Vern reste toujours aussi silencieux. Comme à son habitude, le dieu du mal semble prendre encore du bon temps à boire du vin, et son palais semble également le lieu de tous les plaisirs, étant donné que des servantes et probablement des courtisanes sont présentes dans la pièce. Coquin va. Le forgeron veut prendre congé et souhaite quitter les lieux, mais Vern tente de lui en dissuader. Les yeux de Vern sont cachés par des ombrages, comme c'était le cas dans les cases d'original. Quant à Lone Beruk, il fait encore plus jeune que dans les planches de base, et ses oreilles sont légèrement plus pointues. Et évidemment, on pourra surtout remarquer qu'il ne porte encore aucune cicatrice. L'empereur fait les louanges du travail de son forgeron, mais Lone Beruk refuse de considérer le sceptre de lumière démoniaque comme une arme ultime. Étant donné qu'il veut continuer d'améliorer son art, il souhaite reprendre sa liberté. Pourtant, au-delà de ses talents pour créer des armes incroyables, Vern souhaite aussi garder Lone Beruk à ses côtés pour ses talents de bretteur, et lui propose même de devenir le commandant de son armée. On pourrait penser qu'il lui parle du poste qui fut occupé par Adlar, mais dans la traduction des volumes aux éditions Tonkam, Vern lui propose de devenir le commandant de sa plus puissante légion. On serait curieux de savoir à quelle légion il pouvait bien penser. Et vous, qu'en dites-vous? Malgré cette offre alléchante, Lone Beruk ne revient pas sur sa décision, ce qui semble énerver Miss Vern, qui en tremble de rage. Dans le manga, on pouvait le voir serrer son poing face à ce comportement insultant. L'éminence grise retrouve le forgeron dans un couloir, mais la mise en scène est plus recherchée que dans le manga. A la base, les lieux étaient assez classiques, tandis qu'ici un travail a été apporté sur la luminosité traversant les fenêtres. Le tonnerre est aussi utilisé pour mettre en valeur le silence de Miss Vern ainsi que son caractère agressif. Lone Beruk subit une violente attaque de son adversaire de plein fouet sans bouger d'un centimètre. La planche du manga est très bien retranscrite, et le forgeron reste stoïque malgré la douleur. Miss Vern se demande bien pourquoi il n'a rien fait pour se défendre. Pour compenser l'offense faite à l'empereur du mal, Lone Beruk a accepté que son visage soit meurtri, mais il n'acceptera pas de se laisser faire au prochain assaut. Le regard du bretteur à ce moment-là a sûrement dû marquer bien des lecteurs.
Dans la planche originale, il en perdait ses pupilles et on pouvait sentir toute la rage qui l'animait. Bien que cette colère soit légèrement moins palpable dans cette adaptation, le dessin reste magnifique et réussit à bien marquer la scène. Et nous pouvons maintenant retourner dans le présent, maintenant que le secret de Lundberg a été révélé. Le combat peut enfin commencer et la musique s'envole en même temps que le forgeron qui fonce sur Miss Verne. Le tout est très dynamique et reprend une des planches dans laquelle on pouvait voir à quel point Lundberg est rapide. Une aura les entoure et nous donne un avant-goût de la puissance de ses deux adversaires hors du commun. Non loin de là, Yunkel indique à la princesse Leona qu'il faut absolument vaincre Miss Verne avant de réaliser le sort Minacator, mais il est interrompu par la confrontation qui vient de débuter. De toute évidence, le forgeron était à la hauteur. A la base dans le manga, on pouvait aussi voir la réaction de Crocodile qui semblait halluciné par le niveau du combat. Les échanges de coups n'étaient que très brefs à ce moment, et l'épisode nous régale de plusieurs passes d'armes très dynamiques afin de rallonger cet incroyable affrontement. De plus, l'effet de sphère qui entourait les combattants dans les planches de base a parfaitement été repris pour notre plus grand plaisir. C'est donc une excellente adaptation qui ravira tous les fans de la première heure. En parlant du croco, celui-ci aide Chew à se défaire de ses adversaires, et le petit rongeur le présente à sa troupe. Notre rat ne manque pas non plus l'occasion de l'introduire comme étant l'ancien roi des carnassiers, ce qui n'en manque pas de le faire sourire. Dans le manga, sa réaction était marquée par un fond noir pour renforcer la portée de cette remarque. C'est alors que l'ancien légat va obtenir son dernier level up. Celui-ci est apporté grâce à sa nouvelle arme, la Great Axe, qui lui permet de lancer des sorts de flammes et d'explosions à l'envi. On pourra cependant regretter le manque de plan sur le regard de Crocodile à ce moment-là. Dans le manga, sa surprise était beaucoup plus marquée dans ses yeux, que cela soit face à l'impact des monstres ou quand il regardait sa nouvelle arme. Notre cher Croco est ravi de sa nouvelle acquisition, et il va jusqu'à dire qu'il a la sensation d'envoyer des avances trash. Et un ajout a été réalisé à ce moment-là, avec un Garuda au sommet de sa forme pour informer son maître de sa présence. Décidément, son seiyuu mérite vraiment un prix d'honneur pour ses prestations. Quelques ajustements ont été réalisés sur le personnage de Baddock. L'épisode reprend le côté humoristique du personnage quand il s'allonge pour se reposer un peu. Ceci dit, dans cette adaptation, il se repose immédiatement pour repasser à l'action. Après tout, c'est pas le moment de niaiser. Cela semble effectivement plus judicieux au vu de la situation. Une autre scène inédite a été ajoutée, dans laquelle Flora utilise un Merami pour continuer de protéger les disciples d'Avan qui s'apprêtent à utiliser Minacator. On peut aussi voir Amy courir devant Merle pour remettre sa lance à Yunkel, ce qui n'était pas présenté dans le manga. Tous ces petits ajustements permettent de donner de la substance à cette bataille, et donner des moments de bravoure aux personnages, c'est du très bon travail. Le moment décisif débute, tandis que la princesse Leona débute la cérémonie du Minacator. Un cercle de lumière se dessine. Dans le manga, on avait d'ailleurs davantage l'impression que la princesse brillait à ce moment-là. Le plan du manga en contre-plongée pour nous montrer la localisation de nos héros par rapport au Vent Palace a été reprise. Leona demande aux disciples de se placer sur le cercle. A l'origine, une case nous présentait le visage fermé de Pop qui devait sûrement se demander si tout allait bien se passer. Amy donne à son bien-aimé la lance maléfique reforgée par Lundberg. Comme elle ne peut pas le contraindre à arrêter le combat, autant qu'il soit armé. La musique accompagne nos émotions et le guerrier immortel revêt une nouvelle fois son armure ainsi ressuscitée. La mise en scène est excellente et un travelling reprend une des planches verticales du manga dans laquelle le beau gosse immortel avait une classe incroyable. Le BG remercie Amy pour ses paroles qui lui ont permis de s'accrocher à la vie. La jeune femme ne le sait probablement pas, mais elle demeure la seule personne à qui Yunkel ait jamais ouvert son cœur de cette façon. Peut-être est-ce sa façon de répondre à son amour ? Dans le manga, le regard d'Amy était assez particulier, et on pouvait voir qu'elle était touchée par les paroles de l'homme qu'elle aime. Quant à Mam, un effet graphique particulier marquait sa gêne vis-à-vis de l'amour ouvertement porté par Amy envers Yunkel. Ce petit interlude est arrêté par Leona qui commence à s'impatienter. Son visage est un peu blasé et vraiment drôle, même s'il ne reprend pas à 100% les traits de la case originale. Il arrive vraiment bien à retranscrire l'effet humoristique de base. Mais c'est qu'il est bourré de qualité cet épisode. Nous y voilà ! Il est enfin temps d'invoquer Minacator. La princesse explique le principe de la magie. Grâce au pouvoir de la force d'âme et de leur pendentif, les disciples peuvent décupler la puissance du sort et briser la barrière magique du palais de Verne. On pourra d'ailleurs être surpris par la représentation graphique du lien présenté dans cet épisode, qui tranche radicalement avec le pentacle des pages d'origine. Chaque disciple va donc tour à tour faire appel à sa force d'âme, et ce sera bien évidemment Pop qui se retrouvera en bon dernier. Un plan sur son visage fermé permet de bien mettre en exergue ses doutes, et la mise en scène reprend le fond initial de la planche d'origine, comme s'il était seul. Le jeune magicien demande ce qui se passerait si une des colonnes ne pouvait pas être créée. Son visage a été bien adapté, avec ce petit sourire gêné qui en dit long sur ses tourments. Enfin, quand Yunkel essaie de donner des conseils à Pop, l'attitude de ce dernier est aussi bien réalisée, et encore une fois très fidèle. Pendant ce temps, le reste des protagonistes défendent les disciples d'Avan, et les fans de Nova seront aux anges, avec son Northern Grand Blade de toute beauté.
l'armée de Chu n'est pas en reste et donne tout ce qu'elle a avec une animation à mourir de rire. Leur niveau reste cependant bien loin de celui de Lon Beruk et de Miss Vern, et nous sommes régalés de plusieurs échanges de coups inédits. La réaction de Nova est cependant légèrement atténuée par rapport au matériel de base, dans laquelle son regard était vide tant la différence de puissance lui semblait incroyable. On va y arriver, il est enfin temps pour nos héros de faire briller leur force d'âme. Et la princesse Leona est la première à présenter la sienne, qui est d'un blanc immaculé. Dai réussit également à faire le vide en lui et à faire apparaître sa colonne de lumière. La mise en scène reprend très bien la case de base, qui proposait un fond noir pour marquer sa concentration. Yunkel, en bon BG intellectuel, arrive sans mal à faire appel à ses forces intérieures, ce qui n'étonnera bien entendu aucun fan à l'homme à 9000 unités de QI. Le combat opposant Miss Vern et Lon Beruk continue de faire rage, et les deux adversaires sont poussés dans leur retranchement. Il est intéressant de constater que le légat est aussi essoufflé, ce qui ne transparaissait absolument pas dans les cases d'origine. On avait donc l'impression que le combat était plus difficile pour le forgeron, ce qui semble être moins le cas dans cette adaptation. Ce petit changement en fera peut-être tiquer certains, mais nous n'en dirons pas plus. L'éminence grise s'aperçoit que des colonnes lumineuses sont apparues et se dirigent vers le palais. Quelques ajustements ont été réalisés aussi. A la base, Mam avait déjà fait apparaître sa propre énergie, et Miss Vern listait les couleurs qui étaient apparues. D'ailleurs, à ce propos, les couleurs de l'arme des protagonistes ainsi que ce principe de colonne avaient déjà été teasés lors du nouveau générique. Elles y apparaissaient beaucoup plus vives et marquées. Ici, les tons sont plus doux et subtils, ce qui semble plus proche des intentions de base. La vision de Pop se trouble légèrement, ce qui est un ajout inédit au manga, et une excellente idée de mise en scène. Le pauvre jeune homme est perdu, et sait qu'il est le dernier maillon de la chaîne. Malheureusement pour nos amis, Miss Vern était accompagnée depuis le début par Zaboera. Le sorcier fait apparaître des sphères magiques contenant des dizaines de monstres très puissants. Et l'animation est assez pauvre et terriblement molle. C'est définitivement le plus mauvais moment de l'épisode. Décidément, notre pauvre Zaboera n'a pas bénéficié d'un traitement correct durant ses apparitions. L'adaptation de son visage lorsqu'il sort de là, les nouveaux adversaires, est également bien plus marquante dans le manga, tandis qu'ici c'est assez anecdotique. Pressé par le reste de l'équipe, Pop prend la main de Mam et hurle en priant Dieu pour qu'il réalise un miracle. Le tome 25 se terminait là-dessus, et il s'agit probablement d'un des plus gros cliffhangers de toute la série. Imaginez de devoir attendre plus d'un mois avant de connaître la suite. L'attente était insoutenable, mais quelle maîtrise du suspense de la part de Riku Sanjo. Certains pourront être surpris du choix de l'équipe qui a donc décidé de poursuivre légèrement le scénario et adapter les premières pages du tome 26 afin de tout de suite révéler l'inévitable. Pop est incapable de faire briller son insigne. La première page du volume laissait d'ailleurs planer le doute, étant donné que le jeune garçon était baigné par la lumière de ses amis. Le travelling de l'épisode reprend correctement la planche de base, dans laquelle Pop était le seul à ne pas briller. Cette case a dû en marquer plus d'un, et le jeu de lumière était d'ailleurs plus marqué avec un Pop vraiment mis à l'écart visuellement par rapport aux autres. L'épisode se termine tandis que le pauvre garçon tombe à genoux, totalement désespéré, et incapable de comprendre les raisons de son échec. Mais comment nos amis vont pouvoir s'en sortir sans lui? Réponse la semaine prochaine. La première partie de l'épisode démarre sur les chapeaux de roue, en mettant en valeur de manière inédite les autres participants à la bataille. Et cela nous fait plaisir que le staff ait une petite pensée pour eux, notamment Crocodile qui acquiert sa nouvelle hache, et Nova avec son Northern Gunblade de toute beauté. Il n'y a pas grand chose à redire sur les passages de Lon Beruk et Miss Vern. Le combat est très dynamique, et le matériel d'origine respecté. Le flashback permet de justifier la puissance du forgeron qui rivalise sans problème avec Miss Vern, tout en nous expliquant l'origine de ses cicatrices. Et il y a surtout les mots de Lonberg, insinuant que le silence du bras droit de Vern est totalement imposé. Notre BG immortel a été moins mis en valeur par rapport aux épisodes précédents. L'équipe a néanmoins profité de cette occasion pour nous montrer en détail la transformation de sa nouvelle armure restaurée, chose qui n'était pas présente dans le matériel d'origine. La seconde partie de l'épisode comporte bien moins d'action, et le personnage centré sur Zaboera est totalement raté, notamment durant ses envois de Yora, avec ses bras qui semblent totalement désarticulés. Dans les points les plus intéressants, cela met surtout en place le lever de voile sur les doutes qu'avait Pop depuis quelques épisodes. Et oui, il est effectivement le seul disciple d'Avan à ne pas réussir à faire briller son talisman. Si nous, spectateurs, savions depuis quelques temps tous les problèmes de Pop, il faudra attendre l'épisode prochain pour connaître la réaction de ses frères d'armes. Ceux qui ont déjà lu le manga attendent beaucoup des prochains événements, et ce sera à son seiyuu Toshiyuki Toyonaga de briller. Et nous avons terriblement hâte d'être à la semaine prochaine. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 66 ? Cette 66e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer.
Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.